On voit bien tout. Est-ce que ça marche bien? Bonjour. Donc moi je suis en hépatogastro à Paris. En ce moment je suis en stage au centre hépatobière Paul Brousse. Donc on fait beaucoup de transplantation, beaucoup d'hépato. Donc en ce moment je parle beaucoup d'hépato. Mais on va essayer de faire une compte du coup un peu général, de surtout. On va essayer de reprendre les principaux et les sujets principaux qui peuvent tomber en gastro et en hépato et qui sont relativement difficiles. D'accord? Et voilà, on y va. Est-ce que vous avez des questions avant que ça commence, des choses particulières? En tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous êtes en D2, D3? Tous en D3? D2? Il y a un peu D2. Ça dépend des. D'accord. Ça marche. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si ça va trop vite, si ça va pas assez vite, si c'est trop difficile, si c'est trop simple. Vous avez eu le temps de préparer la conférence avant ou pas? Ouais, ok. Bon, alors on est parti. Ou pas. Pourquoi ça marche pas? On pratique ça. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est sur quoi bosser, mais je passe vite parce que je pense que vous le savez. Globalement, la gastro, ça tombe tous les ans aux EDN, hein, et vraiment, tout tombe. Il n'y a pas du tout que la cirrhose qui tombe. Vraiment, tous les sujets de gastro tombent parce qu'en fait, finalement, en médecine générale, on voit vraiment de tout. Enfin, on peut vraiment voir de tout et il faut tout savoir gérer. Donc, que ce soit l'hépato qui tombe, les diarrhées, le fonctionnel, l'amicale inflammatoire qui est très intéressante, la proctologie ou encore les lithiases biliaires et enfin la cancéro. Donc globalement, vous voyez qu'il y a un énorme spectre en gastro, on peut toucher à tout, on peut même faire un dossier de nutrition parce que la nutrition rentre quand même pas mal dans la gastro, même si vous avez un collège à part, on peut faire des sujets mixtes. Après, c'est plus difficile avec 5 QI, avec 5 questions isolées que 15, mais vraiment, tout tombe, donc il faut vraiment être à l'aise sur pas mal de notions. Rassurez-vous, la gastro, c'est vraiment une matière qui a été. Enfin, moi, j'ai trouvé, quand j'ai passé le CN, c'était l'une des matières que je maîtrisais le moins bien, parce que c'était la matière la plus difficile. Après, j'ai quand même choisi ça derrière, parce que c'est quand même très transversal, vous allez le voir. Il y a vraiment beaucoup de choses, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, ça en fait une discipline très intéressante. Ok. On commence ce premier dossier sur la cirrhose, si ça vous va, sur les pathos. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est un sacré morceau et c'est vraiment difficile. Ok. On va essayer d'éclaircir tout ça aujourd'hui. Donc, vous commencez votre garde aux urgences. Un truc important quand on ouvre un dossier aux EDN ou aux ECN, et c'est pas forcément quelque chose qu'on explique souvent. Moi, je sais plus si c'était un conférencier de Khalifa ou un conférencier à la fac, je sais plus, mais qui expliquait son concept de lecture réflexe et c'était vraiment pas bête. Globalement, c'était d'associer une idée de l'énoncé, hein, quelque chose de l'énoncé à quelque chose de réflexe, un peu de manière systématique. Ça allait peut-être, parfois, ça sert absolument à rien, c'est pas du tout utile. Parfois, c'est hyper utile. Et donc là, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire pendant cette conférence pour que je vous montre un petit peu comment je faisais. Et moi, ça ne m'a pas desservi dans le sens où ça me permettait d'anticiper les questions et de ne pas me tromper, de ne pas hésiter sur des valeurs, sur des chiffres, sur des trucs un peu, parfois où c'est un peu plus difficile. D'accord? Donc, vous êtes de garde aux urgences. Vous voyez Monsieur S. Donc, moi, un homme. Déjà, il y avait déjà, on peut mettre facteur de risque cardiovasculaire, on peut se mettre ça dans la tête. 48 ans, moi j'avais le seuil dans ma tête de 50 ans. Au-dessus de 50 ans, on est plus à risque de cancer, on est plus à risque de faire des événements cardiovasculaires. D'accord? Il vient du Sri Lanka, il consulte pour des douleurs abdominales diffuses évoluant depuis 72 heures. Donc ça, c'est le motif d'entrée et c'est dans ce contexte-là où souvent vous savez à peu près que vous allez avoir de la gastro. D'accord? Il n'a pas consulté de médecin depuis ses 25 ans. Donc deux choses. De un, c'est un bolos, d'accord? Donc voilà. Et de deux, vous ne savez absolument pas ses antécédents, ses antériorités. Il peut avoir vraiment tout et n'importe quoi. C'est important de l'avoir en tête. D'accord? À l'interrogatoire, il vous rapporte un alcoolisme chronique. Donc là, quand vous avez ça, vous savez d'avance qu'on va vous demander la quantité d'alcool, la consommation d'alcool. Et donc, c'est là où il faut la calculer avant même d'avoir vu cette question parce que c'est le moment où on peut douter. Et donc, on la calcule un peu en mode réflexe. Et donc là, si on fait le calcul, une bouteille de vin par jour, plus 3 canettes de 50 centilitres de bière, globalement, ça fait, puisque vous l'aviez calculé, vous avez réussi à le calculer. Ouais, 130, je suis d'accord. Bon, là, ça fait 130. Une bouteille de vin, ça dépend des référentiels. Il y en a qui disent 60, d'autres qui disent 70 grammes d'alcool, enfin 6 ou 7 verres. Moi, j'avais retenu, moi, quand j'avais passé, on m'avait appris 6 verres. Mais dans l'ISA, c'est noté noir sur blanc 7 verres. Donc, retenez 7 verres, donc 70 grammes. D'accord? 50 centilitres de bière, on ne se fait pas avoir, hein. Ça correspond à une pinte, mais vous savez que l'unité de bière, c'est le demi. D'accord? Donc, ça fait 60 grammes les 3 canettes.
D'accord? Il ne fume pas, il ne prend pas de drogue. Donc globalement, j'ai mis 120 parce que moi, quand j'avais fait la conf, c'était encore 120, mais j'ai relu l'ISA, donc retenez bien 130. D'accord? Une bouteille de vin, 70 grammes d'alcool. Réflexe. Donc cliniquement, vous observez ce patient. D'accord? Et là, je vous demandais finalement, qu'est-ce que vous pouvez observer comme signe clinique? Est-ce que vous voyez un ictère? Donc ça, voilà, faut pas être devin. Le monsieur est vraiment très jaune, hein. Pour rappel, enfin, je me rappelle que ce patient, pardon, il avait à peu près 500, je crois, ou 450 de bilirubin total. Donc, il était vraiment extrêmement jaune. D'accord? Une distension abdominale avec acide clinique probable, ça c'est vrai. Donc vous voyez que son ventre est distendu, il est tellement distendu qu'il est presque luisant, d'accord? Et l'acide clinique, vous savez que c'est un diagnostic à la palpation, c'est pas quelque chose qu'on peut observer. Cependant, je pense que là, c'était très probable qu'il y ait de l'acide, hein, au vu de contexte. Donc acide clinique probable, ça c'est vrai. Des angiomes stellaires, on n'en voit pas. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble, hein. Mais globalement, c'est un signe d'insuffisance hépatocellulaire. C'est un petit point rouge avec plein de petites ramifications qui partent de ce petit point rouge. Quand on appuie, ça se recolore du petit point rouge vers la périphérie. D'accord? La leuconychie, ici, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est le fait d'avoir les ongles blancs. Chez ce monsieur-là, vous voyez qu'il avait les ongles extrêmement blancs. OK? Et si vous avez un doute sur le diagnostic de leuconychie, bon, peut-être pas en dossier d'EDN, mais dans votre pratique plus tard, c'est globalement quand on perd la cupule ou la cuticule, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais globalement le petit truc blanc qu'on a sur les ongles. D'accord? Voilà. Donc c'est ça, ça c'est la leuconychie. La mélanodermie, non, c'était juste un piège un peu con, hein. Mais globalement, ce monsieur est juste d'origine, enfin, il est Sri Lankais et les Sri Lankais, bah, c'est leur couleur de peau. D'accord. Le Fetor hepaticus, c'est une odeur de l'haleine, d'accord, qui est un témoin d'insuffisance hépatocellulaire hyper sévère. OK. Et donc, c'est absolument pas quelque chose qu'on peut diagnostiquer en regardant une photo. D'accord. La circulation veineuse collatérale abdominale, ici, on la voit bien. Je ne sais pas si elle reparaît bien sur le diaporama, mais en tout cas, on la voit très, très bien. Une hépatosplénomégalie, c'est clinique. C'est pas du tout à l'observation. Et les hématomes, oui, là, ça demandait juste un petit peu d'observation, mais vous pouvez voir qu'au niveau de ses bras, de ses avant-bras, il y a des hématomes. C'est juste parce que la cirrhose, vous savez, elle a ce fameux double penchant entre à la fois en manque de facteurs anticoagulants et en même temps en manque de facteurs procoagulants. Donc, on va à la fois avoir des manifestations et pro-hémorragiques et en même temps des manifestations pro-traumatiques. Donc, c'est toujours cet entre-deux dans la cirrhose. D'accord? La ligne brune, c'est une ligne qui part de l'ombilic jusqu'au pubis. Et c'est la femme enceinte, c'est pas du tout c'est un truc hormonal. C'était juste j'avais plus d'idées. Ok, ça c'est juste une petite photo qui est pas forcément très belle, mais d'un angiome stellaire. Vous voyez du coup que c'est vraiment tout rouge, c'est un petit point rouge voilà. Et donc j'ai pas mis, j'ai une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la mettre. Mais globalement, il faut quand on appuie, ça se recolore du centre vers la périphérie. D'accord? Comme ça, vous avez pu voir un petit peu tous les signes cliniques d'insuffisance hépatique et d'hypertension portale. Donc, comment s'appelle le signe clinique qui confirmerait le diagnostic d'acide? Il y a deux signes globalement qu'on pouvait accepter ici. Il y a le signe du flot qui est le truc un peu classique, et vous avez également enfin, il y a le signe du flot, et vous avez aussi la matité déclive à la percussion. Et je pense que c'est celui-là qu'on utilise le plus en pratique, hein, le signe du flot. J'avoue que je le fais rarement. Parfois, quand je palpe un abdomen, je remarque que ça fait ça, mais ce n'est pas du tout quelque chose que je fais de manière systématique. D'accord? Donc là, je vous avais mis le signe du flow pour vous montrer la petite vidéo, mais bon, c'est pas très intéressant. OK? Donc, pour vous aider, ici, je vous montrais du coup que monsieur s'y présentait un ictère cutanéo-muqueux, une acide cliniquement significative, une circulation veineuse collatérale abdominale, et je mettais la fameuse perte de tonus des membres supérieurs à l'extension forcée. Et donc ça correspond à un flapping, hein, vous vous en doutez bien. Le flapping c'est une myoclonie qu'on va dire négative, hein, c'est une perte de tonus, ok. Contrairement par exemple au tremblement, qui est une myoclonie qu'on dit positive, une production de tonus. Je vous dis ça parce que parfois, la limite n'est pas si facile à faire entre le tremblement d'un patient qui est en sevrage de son alcool et le flapping, hein. Parfois, on demande aux patients de tendre la main, ils sont comme ça. C'est dur de savoir si c'est vraiment un flapping, parce que ça peut être parfois très léger, hein. Ils ne sont pas tous comme ça à perdre leurs bras. Globalement, parfois, c'est très léger, juste comme ça. Et donc là, voilà, il faut essayer d'identifier au mieux est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. D'accord? Et le ralentissement psychomoteur, donc flapping plus ralentissement psychomoteur, globalement, je vous ai tout dit pour parler d'encéphalopathie hépatique. Il y a autre chose qui rentre dans le cadre de l'encéphalopathie hépatique, c'est aussi l'inversion du cycle nictéméral.
D'accord? La palpation abdominale, retrouver une hépatomégalie dure et régulière. Donc ici, là, à partir de maintenant, on a quand même beaucoup d'arguments pour penser que ce patient il a une cirrhose et qui est juste non diagnostiquée, mais on a tous les arguments pour le penser. D'accord? On commence à avoir des arguments du coup étiologiques avec la consommation d'alcool massive et également on commence à avoir des arguments avec la clinique, l'ictère, les signes d'insuffisance hépatocellulaire, les signes d'hypertension portale que vous connaissez. D'accord? Mais on va les revoir après. On va faire des petits rappels. Le bilan paraclinique à réaliser en première intention. Donc, bien sûr, on veut une NFS pour voir si le patient a pu saigner, s'il a une anémie. Les cirrhotiques, en plus, s'ils boivent de l'alcool, ils peuvent avoir des anémies. D'accord? L'alcool, je vous rappelle, hein, c'est myélotoxique, et donc ça entraîne des anémies. Et les plaquettes, c'est pour se donner des arguments à nouveau pour l'hypertension portale. Hein. Vous savez que l'hypertension portale induit des thrombopénies. D'accord? Le TP, ça c'est vrai. Par contre, attention, la mesure du facteur 7, ça ne va pas vous aider dans le contexte. Nous, on suit vraiment sur la mesure du facteur 5, c'est-à-dire que vous savez que tous ces facteurs-là, 2, 7, 9, 10, facteur 5, protéine C, protéine S, tous ces facteurs-là, ils sont synthétisés par le foie. Voilà, il n'y a pas sans différence. Par contre, il y a le 2, le 7, le 9, le 10, la protéine C, la protéine S, ils sont tous ces facteurs-là sont vitamine K dépendants. Donc, pour faire notre différence entre une carence en vitamine K qui en hépato, dans quel cadre elle survient cette carence en vitamine K en hépato? Dans quelle pathologie vous pouvez voir en gastro? Ouais, dans la cholestase très chronique, d'accord? Où vous savez que pour absorber les vitamines A, D, E, K qui sont liposolubles, on a besoin d'acide biliaire, d'accord? Donc quand on a une cholestase, par définition, et une diminution de la sécrétion des acides biliaires, eh bien, euh, voilà. Ok. Donc, pour différencier ça d'une hypovitaminose K, il nous faut le facteur 5 qui, lui, est le seul à être non vitamino K dépendant et synthétisé par le foie. D'accord? Donc, on suit sur le facteur 5, c'est hyper important. L'échographie abdominale, ça c'est vrai. L'échographie abdominale, elle a deux buts. D'accord? Elle a un but de diagnostic positif parce qu'ici, on ne l'a pas. Et également un but pour rechercher des complications et des causes qui pourraient expliquer l'état de votre patient. D'accord? On est d'accord, dans la cirrhose, il y a deux grands cadres nosologiques. Il y a le cadre du patient cirrhosique chronique,